Élu légitime du peuple, très chers collègues, mon objection, c'est en rapport avec l'ordre du jour. Autant que l'a souhaité le collectif des 50 députés, C50, qui aujourd'hui a dépassé les caps de 100 députés, donc représente plus d'un cinquième d'élus nationaux, avait saisi les bureaux avec un projet de résolution pour le dossier d'un des nôtres, pour ne pas le citer, le collègue Matata, dont les immunités sont mises à mal. Alors, ça commence un peu à nous déranger de constater que le bureau ne prend pas en compte la voix des élus légitimes que nous sommes, de leurs collègues, et que cette proposition ou ce projet de résolution est carrément mis de côté. Honorable Président, nous sollicitons très respectueusement votre indulgence pour que cette résolution soit alignée à l'ordre du jour. Aujourd'hui, pour nous permettre d'en débattre et de poser un acte d'assemblée qui va formaliser de façon institutionnelle la position de l'Assemblée nationale par rapport aux violations des immunités parlementaires. Je l'ai rappelé la fois dernière qu'il est de votre devoir réglementaire de veiller au respect des droits des députés nationaux. Nous avons commencé une démarche pour déjà recenser le dossier de tous les dépendants des députés qui n'ont pas de passeport diplomatique. L'essence de la création de ces collectifs, c'est de défendre les députés et leurs droits. Nous invitons tous les collègues qui sont dans cette situation de nous saisir parce qu'un dossier sera mis en place et on va saisir le bureau ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour des fins utiles. Pour revenir à l'essentiel, honorable Président, nous vous prions, au nom de la représentation nationale, au nom duquel ou au nom de laquelle la justice est rendue, de bien vouloir aligner ces projets de résolution à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Alfred, qui a parlé au nom de 600. C'est 150. C'est 200. Merci beaucoup, cher honorable. Je voulais, pour la deuxième préoccupation, celle relative au passeport diplomatique de dépendants des honorables députés, j'avais ici, la fois passée, rappelé que chaque fois que l'un de nous nous a saisi pour exprimer son besoin à Madame la ministre des Affaires étrangères, nous l'avons fait et que, à ma connaissance, personne des honorables députés pour qui j'ai signé cette recommandation n'est revenu me dire qu'il n'a pas été servi. S'il vous plaît, je présume, s'il vous plaît, je présume que la modalité jusqu'ici utilisée a fonctionné. Mais si tel n'est pas le cas, nous proposons que les honorables députés qui sont encore en souffrance par rapport à son besoin réglementaire puissent l'exprimer afin que nous fassions la même chose et que nous nous adressions au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui devra de toute urgence régulariser cette difficulté. Ça, c'est la première chose. J'insiste, honorable, s'il vous plaît, j'insiste, je dis
que ceux d'entre nous qui nous ont saisis pour cette question ne sont pas revenus nous dire qu'ils n'ont pas été servis. Ça nous permet de présumer qu'ils ont été servis. Si ce n'est pas le cas, nous ne nous abstiendrons pas de suivre les dossiers pour qu'ils soient servis. En ce qui concerne la première problématique, Honorable Amini, je sais que tu as un dossier. Non, laissez. Mais, écoutez bien, honorable. Il y a une question qui est soulevée ici. Si vous ne permettez pas qu'on la rencontre, nous allons traîner pour rien. Je rappelle ceci. Moi, je n'ai pas pris part à cette plénière lorsque cette assemblée avait formulé une recommandation au bureau pour qu'il s'adresse à la Cour afin de faire savoir qu'il y avait un souci en termes d'absence d'autorisation de poursuite à l'encontre de l'honorable Matata Pogno. Je voudrais à cet effet clarifier quelque chose. L'immunité dont sont couverts les parlementaires ne s'élève jamais. Elle est inscrite à l'alinéa 1er de l'article 107 de notre Constitution. Elle est absolue, elle est inconditionnée, elle est définitive et d'ordre public. Ici, nous parlons plutôt de l'autorisation de l'Assemblée qui est mentionnée à l'alinéa 2e de l'article 107. Parce que le constituant a fait de notre institution un élément d'interaction dans la procédure pénale contre les députés. Et que c'est cela qui a été posé comme problème. Notre président a bien pris soin de signifier à la Cour que cet obstacle demeure parce que nous n'avions pas autorisé les poursuites. La Cour a réagi par l'entremise de son président avec une interprétation qu'elle a donnée et que l'honorable président, vous l'avez suivi, il a réagi à cette préoccupation. Maintenant, si j'ai bien compris, la demande qui a été formulée ou l'information qui a été donnée à la Cour par l'honorable président n'était pas une requête qui nécessitait que la Cour agisse comme juge pour cette demande. C'était plutôt une information pour signifier à la Cour qu'il y avait un obstacle procédural qui n'a pas été vidé. Et dans l'hypothèse où les deux institutions ne se comprennent pas, il ne s'agit pas de l'Assemblée nationale qui se présente en justiciable devant la Cour, il s'agit de l'institution Parlement qui pose ce problème et que le juge d'un tel problème ne s'appelle pas Cour constitutionnelle. Notre Constitution prévoit que ce soit le chef de l'État, et c'est l'article 69 de la Constitution. Et la dernière fois, moi j'ai entendu l'honorable président ici, il vous a dit, parce que nous lui faisons confiance et que nous l'avons élu pour ça, pour nous représenter, qu'il prenait à bras le corps le problème et qu'il devrait s'entretenir avec le président de la Cour constitutionnelle. Et que aussi il avait souligné qu'il allait s'adresser au magistrat suprême, le chef de l'État, et qu'il reviendrait vers nous. J'estime donc qu'il y a des avancées très significatives sur la question, et que si nous ici nous décidons de ramener le débat à ce niveau-là, c'est que nous sommes en train de mettre un recul dans la démarche. Je vous prie de bien accepter
que la confiance que nous avons placée à notre président pour qu'il suive ce problème soit renouvelée, et surtout pour le respect que nous lui devons comme notre représentant, que l'on ne se permette pas d'engager ce débat en son absence, alors qu'il ne nous a pas encore fait le compte rendu sur les démarches qu'il est censé entreprendre. Et ça nous aiderait. Merci beaucoup, cher honorable. Qui sont pour motion? C'est quelle motion? Merci, honorable président, pour la parole. Je prends la parole aujourd'hui par motion parce que je trouve qu'il est incroyable qu'on puisse s'opposer à l'analyse d'une résolution proposée par 1/10 de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas confondre les démarches personnelles ou la prise de parole ou les contacts personnels du président de l'Assemblée nationale que nous encourageons, que nous félicitons, avec un acte d'assemblée que nous devons poser. Parce qu'aujourd'hui, honorable président, il ne faut pas oublier que, quel que soit ce qui a été dit, le dossier suit son cours et la Cour continue à siéger sans désemparer. Et si demain nous sommes surpris par une autre décision, qu'allez-vous faire? Est-ce que nous allons déchoir le président de l'Assemblée nationale puisque n'ayant pas réussi dans sa démarche? Ou aujourd'hui, il faut que nous puissions nous assumer, examinons le bien fondé de la résolution qui a été proposée par nos collègues, et à la suite de ça, déterminons-nous pourquoi le bureau refuse d'aligner cette résolution. Je pense que ce n'est pas normal et c'est un manque de respect pour 1/10 de nos collègues qui ont déposé cette résolution. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable. S'il vous plaît, honorable députés et très chers collègues, je crois que nous nous sommes très bien compris et que votre bureau a clairement exprimé sa détermination à suivre cette question. Nous sommes dans un rapport d'institution et que nous sommes une institution politique et exclusivement politique. Vous le savez. Je ne trouve pas d'inconvénient. Pour autant que lorsque vous observez même, vous lisez notre Constitution, son article 164 qui parle de cette compétence de la Cour, la compétence pénale, insiste sur l'aspect les infractions politiques. Ça signifie qu'elles ont un caractère vraiment différent de ce que nous connaissons de commun. Le bureau a commencé à faire ce que vous lui avez demandé de faire et qui avance bien, à mon avis. C'est tout ce que nous vous demandons, qu'on n'amorce pas deux démarches à la fois et qu'on n'encombre pas le président qui mène cette démarche. J'ai juste exprimé ici le vœu que vous compreniez qu'il ne serait pas du respect pour notre président si nous décidons d'engager ce débat en son absence, alors que nous lui avons confié une mission pour laquelle il a promis de nous faire les comptes rendus.
C'est la compréhension à laquelle nous vous avons invité. Il n'est d'intérêt de personne d'obstruer un débat sur une question qui concerne l'un des nôtres et qui peut se poser dans la vie de chacun de nous. Et que l'attitude de l'honorable président n'insinue aucun soupçon de nature à ne pas vouloir suivre cette question. Vous l'avez suivi et qu'il s'y est engagé. Donc, je pense que c'est pour la considération que vous avez pour votre bureau et pour notre président que nous allons accepter de poursuivre l'ordre du jour tel que nous l'avons inscrit et que vous avez l'assurance que le bureau n'a pas jeté cette question dans les oubliettes et elle sera suivie. Je vous remercie. Qui sont pour l'ordre du jour? Contre? Abstention? Merci beaucoup. L'ordre du jour est adopté. Honorable député, très chers collègues, comme le spécifie cet ordre du jour, nous avons deux propositions de loi qui vont faire l'objet des débats généraux. Pour ce faire, nous accorderons la parole à tour de rôle à leurs auteurs pour en présenter l'économie. La même procédure sera suivie à l'étape de les réponses aux préoccupations des honorables députés. Il s'agit pour les deux initiatives de nos collègues Maombi Katsongo Sosten pour la première et du collègue Yangamboyo Venance Mwadiavita Luquin pour la seconde. On a jumelé. Et Yangamboyo Venance, oui. Pour la seconde. Je vais vous proposer quelque chose. Nous avons 53 motions d'information. Je vais vous proposer quelque chose. Nous avons 53 motions d'information. Est-ce qu'on commence par là? Ou bien on commence par l'ordre du jour? On commence par les motions. Non, mettez-vous. Mettez-vous, vous allez présenter la motion au moment venu. Honorable Maombi Katsongo Sosten. Honorable Maombi, nous tenons à vous informer que le directeur général de l'Office de pêche et aquaculture a demandé à assister à ce débat.
au moment venu, nous pourrons, si la plénière le juge nécessaire, l'associer, ou bien en plénière, ou bien en commission pour quelques éclaircissements. Vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, permettez-moi avant toute chose de remercier le bureau pour avoir programmé l'examen de mon initiative législative et aussi tous les collègues députés qui, par leur intervention, que je souhaite nombreuses, vont témoigner leur soutien à ma démarche. Cette initiative, dois-je le souligner, est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14 par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous constituons d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur la pêche et l'aquaculture répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations qui, malheureusement, en manquent cruellement, la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Elle répond également à des impératifs socio-économiques dont principalement, primo, l'avènement de l'autonomie alimentaire qui permettrait à notre pays de mettre fin, ou à tous les moins, de réduire sa très forte dépendance à l'importation de poissons et autres produits de pêche. Cette autonomie alimentaire mettrait du même coup fin au paradoxe selon lequel, en dépit de son potentiel hydrographique, halieutique et aquacole immense, la RDC, supposée être le pays solution, importe les produits de pêche. Secundo, la création d'emplois et la lutte contre l'extrême pauvreté des populations congolaises. Tertio, l'accroissement de nos réserves en devises étrangères, si nous parvenons à exporter le surplus de notre production du poisson et autres produits de pêche. Quarto, la promotion et le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture grâce à une législation attractive et offrant aux investisseurs une véritable sécurité juridique. Quinto, la gestion garantissant la conservation et l'utilisation durable des ressources halieutiques et aquacoles. Sexto, la coopération et l'intégration régionale pour la gestion partagée des ressources halieutiques et aquacoles. Honorables députés et très chers collègues, il ne serait pas superfétatoire de souligner que l'Organisation des Nations Unies projette à 9 milliards la population mondiale en 2050. Pendant ce temps très court qui nous sépare de cet horizon 2050, l'augmentation significative des habitants de notre planète aura, entre autres conséquences, une forte demande en produits de pêche, entraînant sans nul doute une surpêche qui, si on ne prend garde, va provoquer une réduction de plus en plus
des grands stocks de poissons ainsi que la disparition continue de certaines espèces aquatiques. Une telle perspective privera nos enfants et toutes les générations futures des ressources alimentaires et nutritionnelles essentielles, hypothéquant ainsi leur survie. Une orientation législative fondamentale est donc nécessaire et urgente pour garantir une pêche assurant la protection et la conservation des espèces et de leurs habitants. Par ailleurs, il convient de souligner que les scientifiques attestent que les poissons est une ressource indispensable à la santé de l'homme. En effet, la consommation de 2 portions de poissons gras par semaine fournit l'équivalent de 300 à 500 mg d'acide gras oméga 3 par jour, nécessaires au développement et au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et également de la rétine. Bien plus, les mêmes scientifiques estiment que la consommation moyenne annuelle de poissons par habitat devrait se situer entre 20 à 25 kg par personne. Si nous prenons en compte ces planchers de consommation et que nous les multiplions par la population congolaise, estimée aujourd'hui en 100 millions d'habitants, il se dégage que les besoins nets du pays en poissons dépassent les milliards de kilos par an. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les rapports entre la production actuelle de poissons en RDC et les besoins nets en matière est largement négatif. Les indicateurs que je viens d'évoquer démontrent clairement la nécessité de promouvoir une pêche et une aquaculture durable au travers d'une législation appropriée. Honorables députés et très chers collègues, dans le contexte actuel, de nombreux atouts militent pour la mise sur pied d'une législation sur la pêche et l'aquaculture. Au nombre de ces atouts, nous pouvons évoquer 1. L'existence d'énormes réseaux fluviaux, des plaines inondées, de grands lacs, des eaux souterraines et une façade maritime. 2. La volonté des communautés de pêche à participer de manière active et significative à l'organisation de la chaîne de valeur des produits de pêche. 3. La prise en compte de la pêche et de l'aquaculture dans les plans de développement de la RDC, notre pays. 4. L'existence de projets d'appui au développement et de gestion des ressources halieutiques appuyés notamment par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, mais également la FAO. 5. L'existence des infrastructures et institutions de recherche et de formation. 6. La ratification des accords sous-régionaux, régionaux et internationaux, ainsi que le protocole sur la protection des eaux, des espèces aquatiques et des zones humides. 7, s'il vous plaît. Les résultats probants d'amélioration et de diversification des moyens de subsistance, d'emploi et de financement des communautés à travers la pêche et l'aquaculture. 8. Les processus en cours de la décentralisation. 9. L'émergence de la société civile active est fortement impliquée dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en dépit de leur faiblesse institutionnelle. 10. L'abondance de l'eau et l'existence des zones potentielles
au développement des infrastructures de la pêche et de l'aquaculture. 11. La qualité de l'eau douce, favorable au développement de l'aquaculture. 12. Le développement de l'algoculture, dont la transformation dans la chaîne de valeur a une incidence sur l'alimentation des poissons et de l'homme. 13.